Je redémarre l'enregistrement. Donc, arrivé à la conception, l'analyse va avoir été élaborée, on va avoir les besoins du client et il faut même penser aux infrastructures. Par infrastructure, si vous vous rappelez votre cours d'application web, il faut s'assurer d'avoir un serveur web en amont pour recevoir l'application, pour recevoir les requêtes du client, un serveur d'application pour faire les traitements et un serveur de base de données. Donc, tout ça, ça doit se planifier dans le but d'être capable de faire notre déploiement d'application. Alors, si on regarde à l'écran, vous avez maintenant la vue d'ensemble. Donc, la partie analyse, qui est la partie en vert, et vous avez à droite la partie de conception. Et là, on entre dans le monde UML, Unified Modeling Language. C'est une façon standardisée de faire la modélisation d'un système. Et si on regarde là ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va arrêter sur les 3 premiers diagrammes en rouge. Le 4e, le diagramme d'activité, ce ne sera pas couvert. Ça va être couvert lorsque vous allez être rendu à faire le cours de génie logiciel. Donc, nous, on va regarder rapidement le diagramme de contexte, le diagramme de cas d'utilisation et on va aller au cas d'utilisation détaillé qu'on va faire avec une matrice, mais ça va être au prochain cours. Et après ça, ben, il y a plusieurs autres diagrammes que vous allez apprendre et il y a aussi les diagrammes de conception. Donc, nous ici, on se focus dans notre cours sur le diagramme de contexte, cas d'utilisation et cas d'utilisation détaillé. UML. Donc, vous devez commencer à apprendre l'UML, puis ça va vous servir tout au long de votre parcours professionnel. Avant, l'analyse s'était fait et c'était un peu éclaté. Les différents diagrammes, il n'y avait personne qui les standardisait. Mais maintenant, il y a un groupe de travail qui a standardisé l'UML qu'on pourrait traduire par langage de modélisation unifié. L'avantage, c'est que le formalisme est standardisé. Donc, tout le monde, on va utiliser la même façon de décrire les besoins. Donc, et quand on parle de pictogrammes, on parle naturellement de petits dessins. On va regarder ensemble c'est quoi les pictogrammes utilisés dans les modèles qu'on va travailler avec. Donc, c'est couramment utilisé. Vous vous souvenez, en application web, vous avez appris et on a aussi revisé le diagramme entité-association. Entité-association, quand on se reporte dans UML, ça va être le diagramme de classe, mais le diagramme de classe, lui, comprend aussi les méthodes, tandis que l'entité-association, qui a le même principe, utilise une symbolique un petit peu différente. Puis vous allez le voir dans votre cours de génie logiciel, on ne touchera pas ça dans notre cours ici de base de données. Base de données, on va garder entité-association. Donc, on a un ensemble de diagrammes dans UML qui va couvrir tous les aspects d'utilisation du logiciel. Nous, dans un premier temps, on concentre notre effort sur les cas d'utilisation. Qu'est-ce qu'un modèle? On l'a vu ensemble lors du cours d'application web, mais on va reviser. En fait, un modèle, ça nous permet de simplifier la réalité. Donc, si vous pensez dans votre tête à la Ville de Montréal, la Ville de Montréal, si je vous demande de la décrire, bien, vous allez probablement me demander dans quel cadre. Parce que là, je ne peux pas vous décrire toutes les maisons, toutes les rues, les fils électriques, les canaux d'égout. On comprend que c'est trop complexe. Le métro qui passe sous terre. Donc, on va s'arrêter à un certain contexte. Et si je vous dis, ben là, moi, le contexte qui m'intéresse, je vais aller prendre le métro et j'aimerais savoir quel métro m'amène où. Ben, dans ce cas-là, vous allez m'offrir le modèle que vous voyez à gauche, qui se trouve être une carte nettement simplifiée de la Ville de Montréal, qui va juste m'identifier les bouches de métro. Parce que le reste, j'en ai pas besoin.
Et dans le cadre du diagramme de contexte, c'est ça qu'on va faire. On va simplifier qu'est-ce qui fait partie du système qu'on regarde et qu'est-ce qui en fait pas partie. Et cette notion-là de qu'est-ce qui fait partie de notre système et qu'est-ce qui en fait pas partie, ça s'appelle la portée. La portée ou l'étendue. La terminologie anglophone, c'est le scope. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans un système, on finirait jamais. Donc, on a, en tant qu'analyste, un travail à faire pour dire, OK, je dois déterminer l'étendue de mon système ou la portée. Et là, ben, si j'ai un métro à dessiner qui doit rejoindre Montréal à la rive sud, ben, la portée va peut-être être juste la petite partie jaune ici. Et là, après ça, on va commencer à parler de la fréquence des métros pour me transporter, des différents arrêts, de la possibilité de payer, puis on va ajouter du détail. Mais on peut penser que le diagramme de contexte, ce serait juste si ici j'augmente. Donc, si j'augmente ici mon diagramme de contexte, si la description des besoins de mon client, c'est j'ai besoin d'un métro pour me transporter de la rive sud à Montréal. Donc là, mon contexte, si on fait, c'est probablement juste ça. Et ça serait mon diagramme de contexte. Donc, si je vous pose une question, si mon diagramme de contexte est la petite boîte bleue que j'ai mis, je vous demande si par la suite je vous pose la question, oui, mais dans mon système, là, j'aimerais m'amener du centre-ville euh, au collège Bois de Boulogne. Qu'est-ce que vous me répondriez? Prendre la ligne orange jusqu'à Henri Bourassa. Et c'est un bon début, mais est-ce que ça fait partie du contexte de notre projet? Le contexte, je vous l'ai dit, c'est ma boîte bleue qui est sur mon diagramme. Dans ce cas-là, non. Bingo. En fait, Ok. la réponse que vous avez à faire en tant qu'analyste ou concepteur, c'est de dire, oui, mais écoutez, je vais être sûr de bien comprendre. On parle de se déplacer du centre-ville au Collège Bois de Boulogne et la portée de notre système, c'était de transporter des individus de la rive sud au centre-ville. Alors, c'est là où on définit la notion de portée. Ce n'est pas inclus à l'intérieur de la portée de notre système. Donc, soit qu'on va retourner à l'analyse et on va dire, écoutez, on va faire un nouveau projet, ou on va être obligé d'aviser le client que ce ne sera pas couvert. Ce travail-là était fait par vos profs. Quand je vous demande un TP, je vous demande tout ce qui est listé dans le TP. Mais si je t'enlevais des points pour des trucs que je n'ai pas demandé, je ne suis pas sûr que vous trouviez ça équitable. Ouais, mais il me semble que dans un système de gestion d'inventaire, c'était normal de pouvoir mettre des photos. Oui, mais monsieur, c'était pas là dans les consignes du TP. Bien, les consignes du TP définissent les besoins. Vous, avec ça, vous avez une portée dans votre tête qui est le système de faire tout ça. Et le reste qui est à l'extérieur de ça, c'est hors portée. Donc, vous n'aurez pas à vous en soucier. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le garder dans un document à part, qui sont les commentaires du client. On viendra par la suite. Peut-être va falloir modifier le document de la portée. Mais il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de logiciel qui fait tout. On doit comprendre les besoins du client pour établir la portée du système. Et là, vous comprenez que quand on modélise, ben, on arrive à, et ça, on l'a vu ensemble, donc c'est de la revision, on veut mieux comprendre et mettre en focus ce qu'on va faire et surtout
ce que l'on ne fera pas. Hein, parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui attendent après des jeux. Entre autres, les jeux, c'est assez notable pour manquer ces dates de livraison de façon régulière. Et souvent, c'est une problématique de portée. Donc, on veut ajouter des fonctionnalités, ajouter du look and feel, on veut rendre ça plus beau, plus joli, et la portée n'arrête pas de s'étirer. Il arrive aussi qu'on rencontre des problèmes techniques, mais je vous dirais, ça aurait dû être couvert dans le document de portée et identifier les risques technologiques pour éviter qu'on fasse de la réalisation de systèmes qui, au lieu de prendre 4 semaines, prennent 4 mois. Puis là, tu arrives au bout quand tu ajoutes toutes ces petites phases-là qui devaient prendre 4 semaines, qui prennent 4 mois, tu arrives avec des jeux qui sont livrés en retard par des années. C'est la même chose pour des gros systèmes. Donc, on fait l'analyse pour définir la portée, pour s'assurer aussi que le client utilisateur le sait. Ensuite, quand on fait un modèle, on le communique au client puis on lui demande, est-ce que j'ai bien compris? C'est-tu vraiment ça? Regardez, on avait notre clé de lecture dans le cas du modèle entité-association. Un bateau doit pouvoir faire un ou plusieurs voyages. Un voyage doit être fait par un bateau. Oh non, 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 nous, nos bateaux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, vous permettez au client de mettre de la viande autour de l'os. Donc, le client, lui, peut vous donner des détails additionnels. Un bateau doit comprendre un équipage. Ah non, c'est pas doit, parce qu'on veut voir créer les bateaux avant les équipages. Puis les équipages ne sont pas associés au bateau, sont associés au voyage. Ah! Puis là, vous comprenez mieux, puis vous pouvez raffiner votre analyse. Parce qu'après ça, vous commencez la conception à partir des documents d'analyse. Ça va aussi vous permettre de garder un registre, des conversations, des notes d'entrevue et des modèles que vous avez faits. Au cas où le client vous revient et vous dit ah non, non, mais il fallait absolument que l'équipage soit toujours constitué de 8 personnes. Ah, est-ce qu'on a ça dans nos notes? Est-ce qu'on a ça dans la description des besoins? Est-ce qu'on a ça dans nos diagrammes d'écran ou nos cas d'utilisation? Si on ne l'a pas, ben c'est peut-être un changement de portée. On va demander au client, est-ce que vous êtes prêt à accepter des frais supplémentaires ou des retards dans livraison? Donc, on a dit aussi que la modélisation nous permettait de rendre plus simple. Hein? Vous vous souvenez, si on regarde encore ça, c'est la Ville de Montréal, mais c'est une vue de la Ville de Montréal. Hein, ça va me servir si je veux me promener dans la partie droite sur les rues ou dans la partie gauche dans le métro, mais vous comprenez que c'est nettement simplifié. Et ça nous permet d'avoir une vue globale. Et même dans certains outils d'analyse UML, dans le cas, entre autres, du entité association, ça sort nos scripts SQL. Pas encore mieux, il y a des modèles UML qui, après avoir rempli l'UML, va même vous produire du code Java pour être capable de commencer le développement de votre application. Et là, on va regarder des exemples qui ont été modifiés. Vous avez eu des exemples d'entité association dans votre cours de développement web. Ici, vous avez des exemples de cas d'utilisation. Donc, on voit ce que je vais appeler des petits bonhommes en fil de fer ou en bâton d'allumette. Ce sont des acteurs. On voit le système, qui est la boîte bleue, et on voit les pactages, que vous pouvez appeler dans votre tête des sous-systèmes ou des modules. Quand on va réaliser, la gestion de commandes, ce n'est pas la même chose que la gestion des stocks. Donc, on va être capable peut-être de séparer notre projet ou notre système en plus petits morceaux pour avancer l'analyse. Donc, ça ici, c'est un diagramme de pactage. Et vous voyez ici, je vais réduire le zoom, c'est un diagramme de cas d'utilisation qui est une fonctionnalité de votre système.
On va arriver à c'est quoi les petits bonhommes, c'est quoi les petites flèches, c'est quoi les extends, et mieux. On en a à peu près pour 45 minutes de théorie, puis après ça, on va prendre une description des besoins et on va réaliser notre premier diagramme de cas d'utilisation. Alors, si on se recule un peu, la vie d'un système, on a les étapes de développement du logiciel. Et le premier morceau, c'est de définir les besoins et les exigences du client ou des utilisateurs. Donc, c'est là où l'analyste va discuter avec les parties prenantes pour décider c'est quoi qu'ils ont besoin. Ils vont participer à la rédaction de certains modèles, à la rédaction de certains documents qui vont lister ce que le client désire faire avec le système. Ça, c'est le point numéro 1. Donc, on a défini nos besoins. Après ça, on commence dans l'analyse. Donc là, on prend les besoins, puis on commence à briser ça en modèle, entité, association. Après ça, en diagramme de contexte. Après ça, en diagramme de pactage. Après ça, en cas d'utilisation. Après ça, on va faire les maquettes d'écran. Et un coup qu'on a communiqué puis échangé avec le client, et bien compris ses besoins et généré nos multiples diagrammes, là, on va commencer la partie de conception du logiciel. Après ça, donc, on descend encore plus bas dans l'analyse. La conception, c'est vraiment tous nos petits morceaux. Après ça, commence le numéro 4, rédiger du code. Et après ça, il y a tester, déployer et maintenir. Naturellement, il y a quelque chose qui manque. Si vous regardez ça, je vois, mais je ne vois pas gros de manuel, de documentation. La documentation fait partie de la programmation et du déploiement. Donc, les documents internes pour le maintien du logiciel font partie de l'analyse et de la programmation. Puis c'est des boucles qui se font en rétroaction. Malgré qu'on a une belle ligne du temps en continu, c'est pas vrai que tout se fait de façon linéaire. Des fois, en effectuant des tests, on se rend compte qu'il manquait des bouts, puis on revient. Donc, malgré le diagramme ici qui nous montre une approche très linéaire au développement, on a souvent à passer d'une étape à l'autre. Quand on parle de diagramme qu'on va réaliser, ben, on parle de formalisme. Par formalisme, on entend, c'est pas tous les petits dessins ou les pictogrammes qu'on va utiliser pour faire notre analyse. Et à partir de là, on va développer un langage commun. Donc, je vais vous expliquer que ça, c'est une classe, ça, c'est un module, ça, c'est un cas d'utilisation, une espèce de cercle, pas un cercle, un ellipse, un acteur, un pactage. Donc, on va s'entendre et c'est ça que fait UML sur qu'est-ce que le pictogramme veut dire et qu'est-ce qu'il représente. Description des besoins. Donc, c'est avec ça qu'on débute l'analyse. Et ça, c'est un travail qui est fait habituellement conjointement. Hein? On veut les besoins, on veut les écrire. Donc, c'est important, on rédige. Et là, ici, vous voyez que mon client m'a demandé un système de vente en ligne. Là, j'ai discuté avec lui, puis il m'a dit oui. Moi, je veux pouvoir consulter les produits et éventuellement le client qui est le client final. Hein. Faites attention, si je galvaude le terme client. Moi, en tant que, si vous voulez, en tant que développeur, ben, j'ai un client qui est la personne qui va me mandater pour effectuer. Donc, ici, au lieu d'utiliser le terme client, pour être plus précis, et dire l'utilisateur doit pouvoir consulter les produits et éventuellement effectuer un achat en ligne. Donc, ça, c'est clair. Donc, voyez-vous que le vocabulaire utilisé doit être précis. Parce que si j'utilise client pour vouloir dire le client qui me mandate de faire son système,
et que j'utilise client pour parler d'utilisateur du site de vente en ligne, bon, on comprend bien que ça va être rapide quand j'aurai des discussions avec les utilisateurs ou le client. Ils vont me demander, oui, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Fait que là, on a l'utilisateur du site et on a les commis à l'entrepôt. Ça, c'est clair. Consulter les achats non expédiés. Puis les commis à l'entrepôt doivent pouvoir confirmer qu'un achat est expédié. Là, vous allez me dire, oui, monsieur, il manque des choses là-dedans. C'est qui a créé les produits? On n'en a pas. Donc, on comprend que là, ici, j'ai pris une petite partie de la description des besoins. On va la prendre, puis on va ensemble apprendre à rédiger nos cas d'utilisation à partir de là. Mais dans un scénario réel, on aurait élaboré les besoins beaucoup plus que ça. Et dans le petit laboratoire qu'on va faire ensemble, on va aller de façon beaucoup plus large. Donc, j'ai mes besoins dans un premier temps. Je m'en viens ici. Et ça, je suis toujours dans mon système de vente en ligne. Et là, j'ai mon premier diagramme de contexte. Et là, vous allez voir, un diagramme de contexte, ce n'est pas particulièrement complexe. Ça comprend tous les acteurs qui vont travailler avec le système. Puis les acteurs, c'est nos petits bonhommes. Donc, moi, ici, j'ai défini un client, mais vous comprenez, j'aurais dû, en fait, parler d'utilisateurs ou, en fait, de personnes qui vont magasiner sur mon site web. Mais pour mon client, lui comprend très bien que le contexte de client ici désigne son client à lui. Le client qui va se connecter au système, qui va regarder des produits, va faire des acquisitions. Et là, on a un petit commis à l'entrepôt. Et de l'autre côté, à droite, j'ai un acteur secondaire. Et là, le système aurait dû être placé entre guillemets double. Là. Je l'ai placé entre guillemets comme ça, mais ça aurait dû être des petits becs. Là. Vous allez voir un petit peu plus loin, je vais avoir une plus belle notation. Là, il est 10h30. Je vous ai promis, je vais garder ça en petite période de 25 minutes, permettre à tout le monde d'aller à la salle de bain, de prendre une pause parce que c'est difficile de suivre des cours à distance, surtout quand je vous enligne 1 heure en ligne. Donc, on se revoit exactement dans 5 minutes à 10h35 et je vais mettre l'enregistrement en pause. L'enregistrement. Et on vient. Donc, comme je disais, ici, on a dans notre diagramme de contexte quelque chose pour nous donner. Une des raisons, je vous disais tantôt, c'est pour nous donner la portée. Si je vous demande, dans le cadre du logiciel, du système qu'on a sur le diagramme de contexte, est-ce que un vendeur à l'intérieur de l'entreprise peut saisir des commandes pour un client qui appellerait au téléphone? Non. Non. Effectivement, la réponse, c'est non. Et pourquoi la réponse, c'est non? Puisque c'est vraiment une boutique de vente en ligne. Il n'a Oui. pas vraiment précisé si genre, il veut quelque chose genre, par téléphone ou quelque chose. Donc, on n'aurait pas mis ça dans le schéma. Donc, effectivement, on voit que dans les besoins, ce n'est pas là. Et dans le cadre du schéma, mes acteurs, c'est un commis à l'entrepôt puis client. Je n'ai donc pas de vendeur. Donc, je n'ai pas de place dans mon système à l'heure actuelle pour saisir les produits. Mais c'est peut-être un autre système qui fait ça, duquel moi, je n'ai pas la responsabilité en tant que développeur. Naturellement, dans le cas du diagramme de déploiement, j'aurais posé des questions. J'aurais demandé, oui, mais comment on fait pour saisir les produits, où est-ce qu'ils sont, etc. Ces questions-là, ils seraient survenues. Mais dans le cas du travail qui nous intéresse ici, ce n'est pas à faire. Le client a accepté le modèle, il a dit oui, c'est bon. Nous, ce qu'on va réaliser, c'est une interface vers le système de paiement bancaire. C'est quelque chose qui va travailler avec le client qui va utiliser le système et mon commis d'entrepôt, lui, qui va probablement faire l'expédition des commandes.
Alors, oh, petite parenthèse. Voilà. Donc, l'étape 1, quand vous commencez votre analyse, c'est de capturer les besoins du client. La méthode la plus typique pour faire ça, c'est des entrevues. On demande au client ce qu'il a besoin de faire avec le système. Et c'est habituellement des notes écrites, comme on a vu dans la deux diapos précédentes, qui était la liste des besoins. Ensuite, on pose des questions. Qui va utiliser le système pour qu'on soit capable de placer nos acteurs? Ça, c'est tout le monde. Et là, vous avez vu qu'il y avait des acteurs primaires qui sont ce que vous avez l'habitude de dénommer comme étant un utilisateur. Quelqu'un qui va interagir avec le système, qui va utiliser les écrans. Mais on a aussi des acteurs secondaires, le système de paiement bancaire ici, entre autres, qui va me permettre de valider la carte de crédit de mon client. Ensuite, à l'étape 3, c'est là où on établit notre portée. Hein? Étape 3, qui a rapport à la portée du système. Et là, on le fait en deux. On va réaliser un diagramme de contexte, qui est un diagramme très simple, qui me permet d'identifier les acteurs qui interagissent avec le système et le pactage qui va me permettre de découper mon système en plus petits modules, si on veut. Finalement, on va faire des diagrammes de cas d'utilisation et on va compléter avec le tableau d'utilisation détaillé. Ça, c'est, on prend notre cas d'utilisation, puis là, on va lister plusieurs événements qui doivent arriver ou plusieurs fonctionnalités du système, mais en mode détaillé. Donc, on a vu auparavant le diagramme de contexte. On voit maintenant ici le diagramme de pactage ou de package en anglais selon ce que vous allez utiliser. Donc, notre futur logiciel va se diviser en plus petites parties. Puis là, vous comprenez qu'on peut peut-être même avoir des équipes différentes. Une équipe qui va s'occuper de la gestion des commandes, puis une équipe qui va faire la gestion des paiements, par exemple. Puis l'équipe qui va faire la gestion des paiements, elle, va probablement s'interfacer sur l'acteur secondaire qui est le système de transaction bancaire. Et là, on va commencer à regarder chacun des packages, puis on va commencer à élaborer. Donc, qui va faire quoi avec le logiciel? Donc, moi, j'avais mon acteur, qui était mon commis d'entrepôt, et je vais dire, ben, qu'est-ce qu'il doit faire, le commis d'entrepôt? Ah ben là, il doit consulter les commandes non livrées. Il doit après ça, par exemple, effectuer le ramassage des items. Après ça, il doit peut-être saisir le numéro de suivi. Vous savez, lorsque vous recevez une commande d'Amazon ou un courriel, ça vous donne un numéro de suivi, un tracking number en anglais. Donc, ça se peut que ce soit le commis d'entrepôt qui fasse la saisie. C'est quoi que souhaite faire le client? Ben, OK, parcourir la liste des produits à vendre, faire une recherche de produits à vendre. Il va peut-être voir ses commandes passées, peut-être dupliquer une commande passée. Alors, vous comprenez que là, on rédige et à partir de là, on va être capable de définir les fonctionnalités. Et là, une fonctionnalité, là, ça peut être très large ou très pointu. On essaye, dans le cas de l'utilisation du diagramme des cas d'utilisation, de définir une fonctionnalité comme étant un lot d'actions. Hein? Consulter une commande, ça peut comprendre plusieurs choses dans votre esprit. Entre autres, afficher une liste, permettre la sélection, permettre la recherche dans la liste. Donc, on voit que
ça peut être très large. Si j'avais défini, là, j'ai un exemple ici dans ma diapositive. Si on pense au logiciel Word, je vous dis sélectionnez une partie du texte. Oui, mais est-ce que c'est avec la souris? Est-ce que c'est avec le clavier? Est-ce qu'on supporte la touche Shift? Est-ce qu'on supporte on comprend qu'il y a beaucoup de choses là, dans sélectionner une partie du texte. Mais pour les besoins de discussion, puis pour les besoins de rédiger un code d'utilisation, on veut rester à un niveau assez élevé. Le tableau de description du code d'utilisation, lui, va être beaucoup plus élaboré. Il va lister tout ce qu'on veut faire parce que ce ne sera pas assez pour commencer à programmer un petit bonhomme qui est écrit consulter la commande. Hein? Parce qu'il faut arriver à OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-tu être logué avant? Faut-tu pas être logué? Est-ce qu'on a le droit de consulter les commandes de plus de 6 mois? Donc, vous avez à faire à partir du code d'utilisation, c'est une espèce de résumé de ce que le système va faire. Et après ça, nous, on va élaborer à l'aide de documents exactement ce qu'on veut faire et les conditions qui doivent être rencontrées. Donc, on comprend qu'une fonctionnalité, c'est souvent plusieurs actions que doit faire le système. Donc, le diagramme de code d'utilisation va donc relever qui fait quoi. C'est à ça que la question doit répondre. Donc, il y a le quoi, qui est les fonctionnalités, et il y a le qui est notre acteur. Si on prend exactement ce que dit UML pour le diagramme du code d'utilisation, c'est de représenter visuellement comment un utilisateur va interagir avec notre système. C'est vraiment ça que ça fait. Donc, et à quoi ça sert? Bien, premièrement, ça va nous donner les scénarios. Si le code d'utilisation afficher les commandes existantes n'est pas là dans mon diagramme de code d'utilisation, mon logiciel ne les affichera pas. Oui, mais tous les systèmes doivent, parce que vous allez entendre un jour, si vous travaillez dans des équipes de développement, des clients disent, oui, mais tous les systèmes de commandes affichent les commandes existantes. Non. Si ce n'est pas dans le diagramme des codes d'utilisation, votre système ne le fera pas. Alors, c'est important. Un système, ça fait tout ce qui est décrit dans l'analyse et seulement ce qui est écrit dans l'analyse. Je vais répéter, parce que je pense que c'est la plus belle définition de la portée et vous devez faire comprendre ça à vos utilisateurs. Donc, je vais répéter. Même, je trouve ça tellement beau que je vais même vous ajouter une slide. Faites une diapo, pardon. Donc, quand on parle de portée, ici, je vais mettre ça. On fait la description des besoins pour nous permettre de définir la portée.
Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça? Tout ce que vous faites quand vous ajoutez des choses qui ne sont pas incluses dans votre analyse, vous êtes après ajouter du plaquage en or à votre système. Ah oui, mais on va rajouter ci, puis on va rajouter ça, puis on va faire ça plus beau. Puis... Non. Tout ce qui est dans l'analyse est seulement ce qui est dans l'analyse. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? C'est ça, définir la portée. Alors, vous allez avoir des discussions souvent avec des utilisateurs là-dessus. Parce qu'en fait, si la portée augmente, qu'est-ce qui va se passer avec vos délais? Augmenter aussi. Ils vont se Et rallonger. voilà. Parce qu'il y a une petite aparté. En gestion de projet, on a 3 variables importantes. Le produit, les dollars et les délais. Et on ne peut pas changer c'est ce qu'on appelle le triangle de fer en gestion de projet. Si on regarde, je suis sûr que je vais être capable de vous trouver rapidement. Triangle de fer projet, regardez, boum. C'est pas super beau, mais ça fait exactement le boulot qu'on veut comprendre. Quand on parle de la qualité, on parle de la portée et de la qualité du produit. Hein? Si tu fais des tests, si tu fais plus de fonctionnalités, c'est ça qu'on entend par le mot qualité. Coût, les dollars, et finalement délai, le temps que ça va nous prendre pour réaliser le projet. Et si on touche à un de nos éléments du triangle de fer, on va avoir un impact sur toutes les autres. Alors, par exemple, si je vous demande de le faire dans un temps plus court, qu'est-ce qui va se passer si vous regardez le petit triangle de fer? Peut-être la qualité va être comme moins bonne ou bien la qualité va rester pareille, mais le coût va peut-être augmenter. Merci beaucoup. Là, Reda, tu me montres ta compréhension du triangle de fer. C'est que si je touche à un des petits points du triangle, il faut absolument que je touche aux autres. Ce n'est pas possible de dire « Ah oui, je voudrais que ça coûte moins cher. » La seule façon que ça coûte moins cher, c'est on va enlever des cas d'utilisation. Donc, la qualité qui inclut la portée. Hein, il y a les tests que tu vas faire, mais il y a aussi toutes les fonctionnalités que tu vas coder qui font partie de la qualité là, dans la gestion de projet. Et si vous comprenez ça, vous allez être capable d'avoir des discussions intelligentes avec votre client. Dire, c'est important que vous compreniez que moi, la qualité, souvent, je l'appelle le produit. C'est l'ensemble des fonctionnalités, la qualité du produit. Après ça, si je dis, OK, je veux un produit qui fait plus de choses, bien dans ce cas-là, le coût et les délais risquent de varier. C'est ce qu'on appelle le triangle de fer en gestion de projet. C'est que ce n'est pas flexible. Tu peux pas. Si tu veux le tirer, l'autre aussi, il va changer. C'est pour ça qu'on appelle ça un triangle de fer. Ça vous va comme concept? Et c'est pour ça que vous devez maîtriser les concepts d'analyse. Votre client doit bien comprendre tout ce que vous avez compris
Parce que vous comprenez que dans la communication, il y a plein de problèmes, il y a plein de trous. C'est pour ça qu'on utilise des artifices pour s'assurer de notre compréhension et pour définir ce qu'on va faire. Mais ça, là, c'est probablement là, la partie la plus importante du cours d'aujourd'hui. On fait de l'analyse pour s'assurer que notre client comprend tout ce qu'on va faire et rien que ce qu'on va faire. Monsieur? Oui, Priscille? Dans ce cas, l'analyse, c'est pour nous ou c'est pour nous et pour le client? L'analyse, c'est toujours pour vous et le client. Parce qu'en fait, c'est ce qui va encadrer votre contrat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me définir c'est quoi un contrat en 2 phrases maximum? Ça qui est accordé parmi Ben, les parties. je pense que c'est des obligations vers le client et vers nous-mêmes, là. C'est des affaires qui vont nous relier tous les deux. Des responsabilités. J'aime ça. Responsabilité, C'est ça. obligation. C'est effectivement ça, un contrat, vous comprenez. Mais vous devez comprendre qu'un contrat, ça ne doit pas être une lettre ouverte pour vous forcer à développer un système qui va toujours en faire plus à tous les jours. Alors, vous allez vous engager dans le temps à faire quelque chose, mais quelque chose qui va être cadré. C'est pour ça que vous avez besoin d'une analyse. Et le client doit comprendre les éléments de l'analyse pour vous dire oui, je suis d'accord, c'est à ça qu'on s'entend. Et une entente comporte des obligations légales. Alors, vous devez être certain que c'est entendu. Et là, si vous regardez, les cas d'utilisation vont nous permettre de définir les fonctionnalités et la portée du système, qui est la dernière ligne ici. On répète, tout ce qu'il y a dans l'analyse et rien que ce qu'il y a dans l'analyse. Ce qui n'est pas dans l'analyse, puis le client ou vous, on l'a oublié à la phase d'analyse, ça fait partie de ce qu'on appelle par la suite des demandes de changement. Puis ça, c'est pas couvert. En construction, ils appellent ça les extras. Hein? Sur ton plan, il n'y avait pas de salle de bain dans ta maison. Oublié. Ben, si on t'en fait une, ça va te coûter plus cher, puis ça risque de prendre plus de temps. Donc, vous comprenez la notion d'extra, les demandes de changement dans notre langage d'informaticien. Donc, les cas d'utilisation en UML, ça représente les objectifs des interactions et ça va organiser les exigences. Les exigences étant ce qu'on liste, les besoins. Et naturellement, ça va nous permettre un peu de voir ce qui se passe. Qui va faire quoi, puis est-ce qu'il y a des impacts entre les différents cas d'utilisation. Et là, on en a un autre ici. Et j'aime pas ce diagramme-là parce qu'ils mettent des acteurs primaires. Oh non, c'est tous des acteurs secondaires. OK. Les acteurs secondaires sont à droite. Il y a un service d'authentification, il y a un service d'identité, il y a un service de carte de paiement, puis il y a PayPal. C'est des systèmes externes. C'est pour ça qu'ils sont à droite. Et ici, je n'ai que des systèmes internes. Il y a des acteurs internes qui sont à gauche. Et là, mon acteur primaire, en fait, va être voir item, effectuer achat et check-out en français, c'est... Est-ce quelqu'un qui peut m'aider? Passer à la caisse? Check-out. Êtes-vous d'accord avec ce terme-là? La transaction, peut-être? Compléter la transaction. J'aime ça. Merci beaucoup, Amar. Et on voit notre fameux login.
Puis là, vous voyez qu'un acteur peut être relié à plusieurs cas d'utilisation. C'est quoi les éléments du code d'utilisation? Premièrement, vous avez vu nos beaux petits bonhommes en fil de fer. Ce sont nos acteurs. On a deux sortes, externes ou secondaires bien souvent. Et moi, j'aime pas beaucoup le terme interne-externe parce que ça amène de la confusion. Est-ce qu'un client il est externe à l'organisation? La réponse, c'est oui. Fait que, secondaire, ce sont des systèmes, des utilisateurs qui ne sont pas vraiment des vrais utilisateurs. C'est souvent un autre système qui va interagir avec le nôtre. Donc, paiement par carte de crédit, Google pour permettre l'authentification d'un utilisateur. Donc, comprendre que c'est nos petits bonhommes qui servent à notre système. Le système, lui, c'est la boîte au coin rond qui définit toutes les séquences d'actions qui vont pouvoir se passer et qui va les effectuer. Les objectifs, c'est le cas final. Si on met ça clair, le cas d'utilisation, c'est l'espèce de petit ovale ou l'ellipse dans lequel on met le nom du cas d'utilisation. Les acteurs, nos petits bonhommes, les associations, les lignes, et les frontières, c'est le cadre du système. Et c'est là qu'on dit au client, tout ce qu'il y a dans la petite boîte, on va le faire. Et rien que ce qu'il y a dans la petite boîte. Alors, c'est important, je vais vous ramener ça souvent. Dans tous les systèmes, la portée, c'est souvent une chicane entre l'équipe de développement et les utilisateurs. C'est pour ça que vous allez être obligé de ramener souvent en avant tout ce qui est défini dans l'analyse et rien que ce qui est défini dans l'analyse. Moi, je suis un prof. Monsieur, je vais réaliser toutes les consignes de votre TP et rien que les consignes de votre TP. Donc, je t'enlève des points sur quelque chose, ça n'est pas partie des consignes ou des meilleures pratiques. Monsieur, meilleure pratique, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans les consignes du TP, j'ai plus besoin de te dire, tu es en deuxième année, que ton code doit être commenté. Je peux assumer que tu utilises les meilleures pratiques. Je vais aussi pouvoir t'enlever des points sur le découpage. Hein? Tu m'as écrit une fonction de 8000 lignes pour faire un traitement. Puis tu ne l'as pas brisé. Ben, tu sais que dans ta formation à venir jusqu'en ce moment, tu as appris à découper tes fonctions pour pouvoir les réutiliser ou pour pouvoir faciliter le diagnostic des problèmes par la suite. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Tu dois faire ton travail en utilisant les meilleures pratiques, mais toutes les fonctionnalités, elles, doivent avoir été décrites. Alors, on a deux beaux cas d'utilisation ici. Alors, on a le système, je vous disais, qui est la boîte au coin arrondi et cas d'utilisation numéro 1, cas d'utilisation numéro 2, et on a nos deux acteurs. Si on précisait encore notre cas d'utilisation, parce que ça, c'est pas assez précis, là, on va avoir la feuille, c'est ça le gris. Et on a décidé qu'on avait un client et que le système, c'est un système de consultation du catalogue des produits. Donc, ça, c'est mon cas d'utilisation. Le système, si c'est ça qu'il y a dans mon diagramme, je vais juste faire une liste de produits que le client va pouvoir consulter. Là, tu te dis, oui, mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire consulter le catalogue? On va apprendre dans le prochain cours la matrice du cas d'utilisation. Donc, il faut quand même avoir un niveau de détail un petit peu plus grand que consulter les produits. Combien j'en affiche? 5 ou 18? Est-ce que le client doit être logué dans le système pour le voir ou pas logué? Est-ce que je dois mettre une photo ou pas en mettre? Donc ça, au niveau de l'habillement de l'écran, vous allez mettre ça dans la maquette de l'écran.
Mais au niveau des fonctionnalités, il faut que le client soit logué pour consulter le catalogue. Vous allez mettre ça dans les préconditions de votre code d'utilisation. Donc, on va apprendre, les relations, ce sont les petites flèches. Et il y a 2 cas spécifiques de relations. Premier cas d'utilisation, c'est un inclus. Un inclus, c'est une obligation. Donc, si on a un préposé aux commandes, ça serait un représentant interne, par exemple, qui lui passe des commandes, bien, dans notre cas d'utilisation, passer une commande, ça inclut 2 autres cas d'utilisation qui est là, qui est vérifier si l'article est disponible et vérifier si le client est solvable, parce que peut-être que le client est retenu au crédit, par exemple, puis je ne peux pas lui vendre. Donc, c'est comme on voit ici, là, si on pense en programmeur, on voit comme qu'une fonction passée commande va probablement se subdiviser et appeler 2 autres fonctions. Mais ici, on n'est pas au niveau des fonctions. Je vous l'illustre. Donc, et ça, c'est parce qu'on voulait spécifiquement le dire. Et un cas d'inclusion comme ça ici, c'est une obligation. Quand je passe une commande, je dois vérifier que l'article est disponible et je dois vérifier que le client est solvable. Donc, cas obligatoire, inclusion. L'extension, c'est les extend. Et ici, on a un cas aussi de précondition. Donc, le extend qui est ici vient étendre la fonctionnalité d'effectuer un virement. Donc, si le montant est plus grand que 20 000 €, amener la vérification du solde avant d'effectuer. Et on voit ici qu'effectuer un virement, ça l'inclut s'authentifier, ça l'inclut... Non, c'est tout. Et c'est étendu par vérifier solde. Donc, inclus, il y en a-tu qui se souviennent, c'est obligatoire ou optionnel? Obligatoire. Inclus, c'est obligatoire. Extend, ça veut dire selon le cas d'utilisation, on peut ou pas appeler ce cas d'utilisation secondaire. Et lorsqu'on a un extend, on le met avec une espèce de petit bec de canard, là. Des plus petits, plus grands si on veut. Tandis que l'inclusion, c'est les petits becs de canard, mais avec le include. Alors, on va tranquillement, pas vite, se préparer à faire ensemble le cas d'utilisation de notre boutique en ligne. Monsieur, j'ai une question. Ben oui, ça va me faire plaisir. Je Je t'écoute. veux revenir sur les extras. Donc, en fait, si on reprend l'exemple de la boutique en ligne, si admettons que le client maintenant, il voudrait faire des services par téléphone, on peut considérer ça comme un extra? Oui. Puis en fait, on a un terme en informatique, ce sont des demandes de changement. Plus spécifiquement, s'ils n'étaient pas nommés dans la liste des besoins, c'est une demande de changement qui affecte la portée. Là, on n'est pas juste après ajouter une petite affaire dans un écran. Hein? Parce que tu as des demandes de changement qui sont plus petites. Là, on avait mis dans le système juste le nom, prénom, puis mettons la ville. Elle va oublier de mettre l'adresse. Bien, l'adresse, ça ne changera pas la portée, mais ça va changer la maquette. C'est une demande de changement. Quand même, c'est un plus petit extra. Et si je dis non, mais je vais être capable que chez nous,
un vendeur se connecte, saisisse une commande au nom d'un client, on comprend que c'est un changement de portée. Est-ce que ça a bien répondu à ta question? Ah ouais, c'est bon, merci. Pour faire l'autre partie, je vais juste, avant qu'on prenne une petite pause, vous demander de vous connecter à Lucidchart. Est-ce que vous connaissez Lucidchart? Y en a-tu qui l'ont déjà utilisé? Non. Oui, moi je l'ai Pas déjà déjà utilisé. utilisé. Et vous pouvez vous connecter à Lucidchart avec votre compte Google. C'est assez facile. Allez sur lucidchart.com et connectez-vous. Vas-y. Est-ce que oui, est-ce que c'est possible d'utiliser Draw? Tu peux utiliser Visio, tu peux utiliser plein d'autres trucs. Je vais te montrer pourquoi Lucidchart. Quand tu fais un nouveau document, tu es capable d'aller chercher des formes préétablies. Et dans les formes préétablies, il y a toutes les formes UML. Code d'utilisation, c'est use case. Tu peux le cocher ici. Et moi, mettons, je vais enlever là, pour les besoins. Tendance, c'est bon, mais je ne veux pas les formes géométriques. Puis pour le moment, pas de flowchart. Mais si vous avez d'autres systèmes pour effectuer vos diagrammes, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne force pas d'outils. Moi, pourvu que tu aies des petits bonhommes en fil de fer, un conteneur et tu peux mettre dedans un use case. Et vous comprenez que ça va très vite faire ça avec Lucidchart. Puis l'autre avantage, c'est qu'étant donné que c'est une solution web, elle fonctionne dans votre navigateur, vous n'avez rien installé. Alors, il est présentement 11h11. On se retrouve à 11h17 et on va ensemble faire un premier use case, un premier diagramme de code d'utilisation et par la suite, vous allez prendre le labo et je vais vous le faire faire tout ça. Vous allez faire votre premier diagramme de code d'utilisation par vous-même. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on prenne la pause? Donc, de retour à 11h17. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Eh bien, rebonjour gang. Est-ce que vous avez tous été capables de vous loguer à l'intérieur de Lucidchart? Je vais prendre l'adage qui dit « Qui ne dit mot consent » et on va tranquillement, pas vite, commencer à faire notre petit système qui est ici, là, en description des besoins. Donc, on a l'utilisateur doit pouvoir consulter les produits. Donc, l'acteur qui est ici, on va l'appeler utilisateur. Oups. OK. Notre système, c'est un système de... Monsieur, Oui, où est-ce qu'on les trouve les utilisateurs? j'ai pas compris. Je cherche l'indice utilisateur. Où est-ce que vous avez trouvé? Parce que moi, je n'ai pas ce schéma. Cette personne... OK. Est-ce que tu vois le petit plus ici? Oui. Je vais Regarde en dessous de ma souris, plus, shape. En français, je ne sais pas c'est quoi là. j'ai juste forme. Forme. Mais Regarde, tu fais plus forme et dans plus forme, si tu navigues la petite barre ici, tu devrais trouver UML.
C'est mon petit UML. UML? Oui. Oui. Je mets le dictat juste sur UML ou bien? UML, si tu l'ouvres, ici, tu vas avoir use case ou code d'utilisation. C'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Et là, quand tu dragues un acteur, oups, et en lisant, si j'ai un commis à l'entrepôt, pour le moment, j'ai juste un commis, je pourrais l'appeler commis. Et là, j'ai payé son achat par carte de crédit. Donc, ça me prend quelque chose pour valider les cartes de crédit et c'est externe. Donc, un nouveau petit bonhomme. Et ça, c'est un système. C'est ça, de carte de crédit. Donc, pour le moment, je vais enlever le use case qui est ici. Mon diagramme de contexte, et je vais changer la couleur de la police de caractère pour blanc. Et on va faire des petites lignes maintenant. Pardon. Et pour faire des petites lignes, vous attendez, merci, qu'on se transforme en petite bulle ici et vous pouvez choisir la fin des lignes. Et voilà. Ça, c'est un diagramme de contexte. Naturellement, ça lui prendrait un titre.
Fait qu'est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris comment faire le diagramme de contexte? Je vous laisse 5 minutes. Si vous avez des questions, interpellez-moi, il n'y a pas de problème. Je laisse mon modèle à l'écran. Et je vais être encore disponible. Je vais juste aller me chercher un petit mouchoir. Je vous laisse un petit 5 minutes pour faire le diagramme de pactage, puis après ça, on va faire le diagramme de code d'utilisation de gestion des commandes. Monsieur, Oui, Priscille. comment on fait pour activer les flèches qui vont faire les relations? Elles sont automatiquement activées lorsque tu arrives vis-à-vis un endroit où tu peux en faire une. Est-ce que tu vois la petite bulle rouge et mon curseur qui devient X? Oui. Et voilà. Tu as juste à arriver et à t'approcher d'une forme. Il va faire une petite bulle, puis tu peux t'en aller avec la flèche où tu veux sur une OK. autre petite bulle. OK. Merci. Ça me fait plaisir. Ah, Christian, tu as une bonne question. Je vais prendre la peine d'y répondre. Le diagramme de pactage, c'est un peu un sous-diagramme du diagramme de contexte. C'est pour dire que notre système comporte des sous-systèmes, si on veut. Donc, c'est juste pour faire le découpage. Dans le cas des codes d'utilisation, effectivement, on arrive, c'est le prochain diagramme qu'on va faire. On va faire le diagramme de code d'utilisation de la gestion des commandes.
Est-ce que ça a répondu à ta question? Monsieur, Oui. moi, ça met des flèches. Est-ce que c'est correct? Ce ne sont pas des lignes droites. Non, ça doit être des lignes droites. Regarde en haut à droite, tu peux choisir tes terminaisons. Sur toi que c'est aucune. OK. Adriana, l'important, c'est que si le système est trop gros, ton diagramme de cas d'utilisation, tu ne seras pas capable de le faire. Alors, c'est pour ça qu'il y a des cas où on va découper volontairement la boutique en 2 sous-systèmes. Gestion des commandes, gestion d'inventaire. Tu comprends qu'idéalement, ton diagramme de cas d'utilisation, il doit rentrer dans une page. Puis pour que tu sois capable de l'expliquer. Alors, si tu essaies de faire 1 million de choses dans un diagramme de cas d'utilisation, il va être trop gros. Donc, l'objectif du diagramme de pactage, c'est simplement de faire un découpage. Et il y a plein de systèmes qui n'ont pas besoin de diagramme de pactage parce que ce n'est pas nécessaire. Le cas d'utilisation est simple. Là. Moi, je vous montre que ça existe et on va faire le cas d'utilisation de la gestion des commandes. Ça a-tu répondu? Oui, OK. Parfait, ça m'a fait plaisir, Adriana. Alors là, on est rendu à notre diagramme. Là, moi, je vais poursuivre. Je vais vous laisser terminer. Puis théoriquement, on termine avec la réalisation d'un cas d'utilisation qu'on va faire pour la gestion des commandes. Monsieur, Oui, je vois ici que la version gratuite nous donne juste 3 diagrammes, 3 documents à utiliser. Pas oui, plus. mais de toute façon, tu peux les effacer. Et si C'est tu veux correct les si get... j'efface les 2 derniers? Oui, mais regarde, je pense aussi que tu peux le télécharger, Ah, télécharger l'exporter le en... diagramme. Oui, Ok. puis tu peux le télécharger, je pense, en PDF ou en JPEG. Ouais. Là, tu peux le télécharger en PDF, je l'ai déjà fait. OK. Fait que tu vas le garder, c'est bon. Et comme je dis, c'est un outil gratuit. Ça l'aide. Il y en a d'autres. Moi, je trouve que c'en est un des plus faciles que j'ai la chance de travailler avec, mais je comprends qu'il y a des restrictions sur la version gratuite. Monsieur, Oui, Priscille. où est-ce que ça va lorsqu'on enregistre? Ça n'a pas comme enregistré sous Dans le nuage. quel nuage? En nuage. Le nuage de Mais comment Lucidchart. on peut avoir accès Ici, après? dans tes documents, quand tu vas rentrer, tu vois ça ici. Oui. Et voilà, Ok. sont tous là tes diagrammes. Ah, OK, c'est correct. Ça fait Je plaisir? suppose que pour vous envoyer le diagramme, on va devoir faire les captures d'écran. Non, comme je disais tantôt, tu peux l'exporter Oh, dans File, tu as des exports en PDF. OK. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, on est rendu au cas d'utilisation. Donc là, on va faire la prise de commande.
Monsieur, Oui, est-ce qu'on aura des TP à faire avec le UML? c'est possible. Ok. Christian, non, un pactage, c'est vraiment pour diviser un gros système en systèmes plus petits, en modules. C'est vraiment ça. Ça me sert à dire j'ai un énorme système que je peux diviser en sous-systèmes. Ça répond-tu un petit peu mieux à la question? Puis après ça, mon analyse va se faire par sous-système. C'est correct, Christian. Mais ce que tu dois comprendre, ça sert juste à découper. Donc, un jour, tu vas faire un système, il va être énorme. Tu vas dire, oh, mais c'est ben trop gros, je suis confus, je suis pas capable de tout faire ça. Puis tu vas arriver, tu vas dire, bah, OK, c'est évident, on a une espèce de, j'aimerais découper le gros système en deux plus petits systèmes et les pactages te servent à ça.
ça ne rentre pas des entrepôts, là, ça c'est un premier fait. Est-ce qu'on est prêt à sortir d'autres choses ou non? Oui, mais c'est ça qui est entendu aussi dans des rencontres. Tout le monde s'est entendu, mais là, ça bouge. C'est ça que je comprends. Tu m'entends-tu, là? Excuse, j'ai des problèmes avec la connexion. Fait que là, ça va être du cas par cas. Mais on... La journée 2. Ouais. Mais pourquoi qu'on... c'est parce qu'ils n'ont pas assez de priorité, mais que ça se plaît à la fleurie? Donc, les noms des acteurs sont habituellement toujours des noms et les cas d'utilisation sont habituellement toujours des verbes. Alors, c'est quand même important à retenir. Mais là, on a un diagramme de cas d'utilisation de prise de commande. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on se quitte? Donc, dans le fond, c'est ça l'UML? Ça, Donc, dans le fond, c'est ça l'UML? Ça, c'est un des diagrammes UML qui est le code d'utilisation. Il y a 13 diagrammes différents dans l'UML. Ok, je vois. Il y avait une autre question. J'ai une question. Vas-y. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre le mot en plein milieu de la flèche entre payer commande et confirmer commande? J'ai double-cliqué sur la flèche. OK. J'ai une question. Oui, Mohamed. Est-ce qu'on va voir plus de diagrammes UML, genre les plus... Parce que j'en connais d'autres qui sont un peu plus compliqués, ou bien on va rester juste sur ce cas? Non, le but, n'oubliez pas, on est dans un cours de BD. Hein? OK. Alors, nous, ce qu'on doit faire, c'est le minimum, mais vous avez un cours de génie logiciel, je crois, la prochaine session. Et dans le cours de génie logiciel, vous allez faire les diagrammes d'activité, les diagrammes de séquence, d'autres diagrammes. Là, pour le moment, moi ici, j'ai juste besoin de vous faire contexte, pactage et code d'utilisation. Parfait. Faut que vous en connaissez 4 parce que l'entité association est très proche du diagramme de classe. Parfait. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une dernière question avant que je mette fin à la présentation? Oui, c'est juste une question. Un commis, ça veut dire quoi en fait? Pardon? Dans ce modèle-là. Un commis. Un commis, c'est le commis à l'entrepôt. Un commis, c'est une personne qui occupe un poste. C'est le nom d'un poste. Ah, ok, c'est bon. Ça m'a fait plaisir, Hamza. Merci. Pas de problème. Une dernière question, gang? Non? Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous voir. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Reposez-vous et on se voit la semaine prochaine. Bye, la gang. À vous aussi. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Bonne fin de Bonne journée. semaine. Au revoir, merci. Au revoir.